Merci et merci pour l'invitation. Et déjà en écoutant les discussions et les contributions de ce matin, je me suis dit que si c'était à refaire, je ne présenterais pas sur ce thème-là. Mais voilà, c'est trop tard pour changer et improviser. Et donc, je vais vous parler de la question du voyage comme expérience transformatrice pour les jeunes adultes. Et je voudrais partir d'un roman, d'un récit autobiographique d'Éric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu, dans lequel il a raconté comment un voyage qu'il a effectué à 28 ans dans le Sahara a provoqué un changement radical de personnalité, son passage de l'incroyance à la croyance, suite à une expérience mystique, après s'être perdu dans le désert, avoir monté une montagne sur laquelle et en être descendu, et c'est là qu'intervient l'expérience des sommets, la peak experience, qui va vivre comme une nouvelle naissance. Mais il note cependant que chez ses compagnons de voyage, parce que c'est une sorte de tour organisé, eh bien, ça n'est pas forcément le même genre de transformation qui se vit. Alors là, il raconte sur l'ordre de la naissance, c'était mon premier jour de vie consciente. Quittant le flou embryonnaire de la petite enfance, je me situais enfin comme un humain au milieu du monde. Auparavant, j'avais brouillonné, pataugé dans l'obscur. J'avais vécu sans m'en rendre compte. Ce matin, mon histoire commençait. Mais en observant ses compagnons de voyage qui ne se sont pas perdus comme lui, il voit que la pérégrination dans le désert est loin de provoquer les mêmes transformations pour tous. Et il évoque Marc et Martine qui soignent leurs ampoules de pied. Et il écrit « À leurs yeux, l'expédition se réduisait à un parcours d'obstacles qu'ils avaient franchi, le nez collé à chaque difficulté, pas davantage. Les épreuves ne les avaient pas modifiés. Comme souvenir, ils emportaient des photos, des ampoules ou des coups de soleil. » Sans vergogne, ils proclamaient leur bonheur de regagner leur univers. Ils se réjouissaient non du désert, mais d'y être entrés et d'en être sortis intacts. Ils étaient satisfaits d'eux. Et donc c'est pour montrer voilà, que ce voyage a des effets qui diffèrent selon le contexte, selon les personnalités. Et dans le champ des sciences sociales, plusieurs travaux se sont intéressés, se sont demandé dans quelle mesure le voyage était une expérience transformatrice sans nécessairement documenter des phénomènes de transformation radicale de personnalité. Le but de mon hypothèse, elle va être de tester le potentiel transformateur du voyage, le potentiel éventuellement radical de transformation, à partir d'un exemple qui est celui d'Interfaith Tour. Alors, c'est une initiative qui est née en 2012, qui a été fondée par un jeune de 19 ans, Samuel Gibowski, qui était fondateur d'une association qui s'appelle Coexister, une association interreligieuse qui promeut le vivre ensemble, et Christian de Boisredon, qui est le fondateur de Spark News, qui est une agence de presse spécialisée dans le journalisme de solutions, et donc dans la production de nouvelles positives qui donnent envie aux gens de se transformer à leur tour et de transformer le monde. Alors tous les 2 ans, Interfaith Tour permet à 4 ou 5 jeunes avec des croyances différentes, le casting c'est un agnostique ou un athée, un juif, un musulman et un chrétien, de faire un tour du monde d'initiatives interreligieuses, interconvictionnelles, puis un tour de France pour transférer au public français les découvertes du voyage. Il y a eu jusqu'à présent 5 tours du monde, et j'ai enquêté sur les effets transformateurs de ce voyage en interrogeant 7 participants des 4 premières éditions, en consultant leurs publications sur les réseaux sociaux, en lisant les interviews qu'ils ont données à la presse, en visionnant un documentaire qu'ils ont produit, et en lisant 2 livres écrits par les 2 des 4 participants de la première édition, Tous les chemins mènent à l'autre, de Samuel Gibowski, et Je suis athée, croyez-moi, de Victor Grèze. Alors après avoir présenté l'état de l'art sur le potentiel transformateur du voyage, je montrerai comment
Interface Tour est une expérience déstabilisante qui peut permettre une transformation radicale avant d'étudier concrètement chez les participants quelle transformation ça a produit. Alors, dans ce qui est sur la littérature de voyage, sur le voyage et ses effets transformateurs sur la jeunesse, plusieurs travaux ont mis l'accent sur l'empowerment que permet la mobilité longue, la construction de compétences. Le voyage pour Philip Pierce et Faith Foster serait une sorte d'université itinérante qui permettrait aux baroudeurs de construire des compétences souples, des soft skills, qui transformeraient leur vie. Et là, il y a un exemple d'enquête qu'ils ont menée auprès de baroudeurs âgés de 18 à 30 ans. Et ils ont testé à quel point ils se reconnaissaient dans la construction de compétences. On voit notamment l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, la capacité à prendre des décisions qui augmentent à travers le voyage. D'autres travaux ont documenté la construction de compétences sur les autres cultures. Il y a notamment une enquête de Claire Tourmen sur des jeunes qui sont en études d'agriculture, et elle a montré comment le stage à l'étranger leur permettait une ouverture et une transformation par rapport à leur cadre géographique d'origine. D'autres travaux ont aussi documenté en quoi le voyage permet la découverte d'une intériorité et d'une identité. Alors il y a ici un extrait du livre de Pierre Villaume qui s'intitule « Comment les voyages forment la jeunesse », qui identifie 5 étapes dans le processus de transformation. Au départ, on part sans avoir conscience de la complexité de son identité personnelle. On arrive, et c'est la flèche 1, dans un pays où l'on rencontre une culture différente qui provoque une déstabilisation dans la mesure où on se retrouve confronté à un changement de paradigme en termes axiologiques. Les repères sont effacés. Ce qui provoque, c'est la flèche 2, un retour réflexif, une décentration, une distanciation, une prise de conscience que ces valeurs ne sont pas universelles, qu'il existe d'autres manières de voir le monde. La flèche 3 indique une prise de conscience que je suis le produit d'une culture, que mes comportements sont influés par ma culture maternelle et par mon environnement. La flèche 4 va permettre de découvrir que cette facette de soi qui a été créée dans la culture d'origine, elle ne résume pas totalement l'identité. Et dans la nouvelle culture, il y a d'autres facettes de soi-même qui vont pouvoir s'épanouir et s'exprimer. Et la flèche 5 exprime l'idée de la création ou non d'une nouvelle identité sociale dans la culture d'arrivée. Alors, Sophie Bossard a essayé de mettre en œuvre ce modèle de manière plus concrète en étudiant comment des étudiants d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICAM, qui est une école fondée par des jésuites, comment leur stage à l'étranger est un élément transformateur. Alors elle prend l'exemple d'un étudiant qui s'appelle Aloïs, qui part en Tanzanie, et quand il arrive, il est déstabilisé par plusieurs choses, notamment les châtiments corporels sur les enfants, la gestion de l'eau, qui se fait selon lui de manière non rationnelle, le fait qu'on donne toujours raison aux anciens. Et cette déstabilisation va lui permettre de s'interroger sur ses propres valeurs, sur ses propres incohérences. Il se découvre aussi français, façonné par l'éducation qu'il a reçue, qui lui a permis de développer une facette de sa personnalité, mais il découvre en Tanzanie qu'il y a d'autres aspects qu'il peut développer, comme par exemple le fait qu'il est plus heureux avec un mode de vie plus sobre, ou qu'il a du plaisir à garder les vaches. Il a en fait quelque chose de très fort qu'il vit en tant qu'éleveur. Il se demande s'il a vraiment envie de devenir ingénieur. Et le changement de contexte va lui permettre de s'émanciper des cadres de sa culture d'origine, du projet que son père avait pour lui, et de clarifier aussi son désir. Et à l'issue de ce voyage, il demande sa copine en mariage. Et Sophie Bossard en conclut que le sujet interroge sa propre place, éprouve de nouvelles sensations et émotions, s'ouvre à de nouvelles expériences relationnelles à travers
la pédagogie de l'exposition au monde, qui est en fait une exposition à soi-même. Alors, par rapport à ces travaux, il y a aussi des approches plus critiques, notamment celle d'Helen Snee, qui a étudié les trajectoires des gappers au Royaume-Uni, qui font une année de césure entre la fin du lycée et le début de l'université, et qui montre que pour un certain nombre de gappers, eh bien, l'expérience se résume à, pour le dire de manière très schématique et injuste, mais à passer du bon temps aux frais de leurs parents et à faire la fête entre compatriotes à l'autre bout du monde sans vraiment vivre une mise à l'épreuve de soi. Alors qu'en est-il pour Interface Tour ? Alors l'expérience d'Interface Tour, elle est éprouvante et elle provoque une déstabilisation intense chez la plupart des participants, quoique cela semble varier par rapport aux expériences antérieures. J'ai remarqué dans les témoignages que ceux qui avaient déjà vécu une mobilité longue à l'étranger vivaient mieux l'expérience que ceux pour qui c'était la première fois. Et du profil psychologique, il y a l'idée de frontières psychologiques épaisses ou fines. Enfin, de quelle mesure on est sensible aux stimuli extérieurs, dans quelle mesure on a une capacité à ne pas les recevoir pleinement. Il y a vraiment en fait un voyage qui peut être vécu très différemment par les membres d'une même délégation. Toujours est-il qu'il y a un rythme très intensif puisque en 10 mois, les participants du premier tour du monde ont visité 40 pays, ils ont rencontré 435 personnes, ils font des entretiens, ils publient des contenus sur les réseaux sociaux. Donc c'est un rythme de vie très éprouvant qui ressemble à tout sauf à des vacances. Et l'accumulation en très peu de temps de rencontres, de gens, de cultures très différents provoque au bout d'un certain temps un sentiment de trop-plein, de vertige, ou je cite d'autres participants, de nausée, de ne plus savoir où on est, de ne plus savoir où sont ses racines. Alors ces symptômes psychologiques produisent toutes sortes de somatisations. Les participants découvrent leur fragilité, leur vulnérabilité. L'une d'elles me dit j'ai découvert que j'étais susceptible. Un autre que j'étais soumis à des crises d'angoisse ou que j'avais peur de la mort et de la mort accidentelle. Et donc découverte de force, mais aussi de fragilité. Pour le dire en empruntant les mots des participants, les chocs horaires, culinaires, linguistiques, climatiques, culturels et religieux font vaciller les repères. Alors, pour les participants du premier tour du monde, c'est la traversée des 11 pays d'Asie qui est la plus éprouvante et la plus décapante, parce qu'ils se retrouvent confrontés à un univers de sens complètement différent. Ils ont eu l'impression, en traversant l'Afrique ou l'Amérique latine, de retrouver un espace abrahamique, et en Asie, de découvrir les dieux au pluriel, la conception cyclique de la vie et de la mort, l'immanence. Et on retrouve dans leurs témoignages un topos qui est celui du trauma du polythéisme. Leurs mots font écho par exemple avec ceux de Pier Paolo Pasolini, qui écrivait au début des années 60, après un séjour en Inde. Pour la première fois, cela pourra sembler absurde, j'ai eu l'impression que le catholicisme ne coïncidait pas avec le monde. Mais la séparation des deux entités a été si inattendue et si violente qu'elle en constituait une sorte de traumatisme. Si on remplace le mot catholicisme par monothéisme, la phrase dit sans doute quelque chose de l'expérience de ces jeunes routards qui se rendent compte que leur familiarisation avec la diversité religieuse était somme toute balbutiante. Samuel Gibowski écrit que dans son livre dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, qu'il a vécu en Asie les 2 mois les plus sombres de sa vie intérieure, marqués par une profonde remise en cause de sa foi chrétienne. Il écrit notamment « Je sens les soubassements de ma foi et de mon engagement que je croyais solide, qui tremblent, les piliers qui flanchent. Tout ce sur quoi reposent mes racines se fragilise avec ma vision du monde, ma psychologie, ma sérénité, ma joie de vivre, l'interprétation de ma vocation, mon projet de vie. » Et là encore, on peut mettre ces mots dans un réseau textuel. Ils font écho par exemple à ceux de Giorgio Manganelli, qui était parti en Inde en 1975 et qui avait vécu une immersion dans un ashram.
et qui avait écrit « J'ai connu une implosion et quelque chose, une ruine, un cadavre, un vide, brûle en moi-même ». Alors, le vacillement des repères, il ne touche pas que les croyants, il touche aussi les athées. Et Victor Grèce, donc l'auteur de « Je suis athée, croyez-moi », est provisoirement ébranlé lors de sa traversée de l'Inde dans son athéisme après une conversion avec une mère de famille qui lui présente l'hindouisme comme une croyance dans un ordre cosmique auquel tous les êtres participent et non dans un Dieu transcendant. Et il se demande si cette religion ne pourrait pas lui correspondre d'un point de vue spirituel. Alors, le voyage, ce tour du monde, c'est aussi l'occasion de sortir de ses repères habituels, de découvrir ses failles et ses forces. Et je voudrais illustrer ça par une citation de Samuel Gibowski que je trouve très intéressante. Il écrit « Quand on se déplace, on est toujours beaucoup plus sensible à ce qui reste fixe. C'est comme dans un train, il y a la fenêtre derrière laquelle défile une multitude de paysages. Pendant le tour du monde, la fenêtre, c'est nous. On cohabite avec soi-même. Il y a une sorte d'exploration de soi-même. On devient le seul élément référentiel commun à tous les espaces traversés avec l'équipe. » Et donc, l'idée que cette expérience du voyage qui est une mise à l'épreuve est aussi une exploration de son moi, de son identité, dont des facettes différentes vont s'exprimer dans chacun des contextes, mais qui gardent le point commun d'être reliés à la même personne. Alors, dans quelle mesure ce processus de mise à l'épreuve provoque une transformation de soi, une métamorphose? Alors, concernant les croyances, l'expérience n'aboutit pas à des conversions. Après la mise à l'épreuve et le doute, les participants interrogés font part d'un réancrage dans leurs convictions sur un mode cependant plus ouvert ou plus critique. Par exemple, Victor Grèce, qui avait été interpellé, ébranlé dans son athéisme par l'hindouisme, il demeure athée, mais il va relativiser sa conviction en faisant sienne une phrase de Jean d'Ormesson: « Ceux qui ne croient pas en Dieu font preuve d'une crédulité qui n'a rien à envier à celle qu'ils reprochent aux croyants. » Et il considère que finalement les croyants, globalement, ont fait plus de bien qu'ils ont fait de mal, ce qui n'était pas son opinion avant le tour du monde. Alors, des croyances non religieuses sur la valeur, par exemple, du dialogue ou des convictions, ou sur la capacité des individus à changer le monde, sont fragilisées, désenchantées, mais elles résistent malgré tout. Par exemple, en passant par le Proche-Orient, il y a une jeune participante du troisième tour du monde qui est ébranlée dans sa conviction que les individus et les initiatives peuvent améliorer les choses. Elle voit des peacemakers qui ont fait des efforts et la situation au Proche-Orient reste désespérément bloquée. Elle se demande si sa conviction selon laquelle c'est bien de s'engager pour la paix est vraiment fondée ou si finalement ça ne sert à rien. Et après, c'est des moments de découragement énormes. Eh bien, elle fait le choix de continuer à croire dans la valeur de cet engagement à partir de l'exemple de ceux qui résistent malgré l'adversité. Alors certaines croyances, en revanche, disparaissent, comme par exemple celle de l'existence d'un village global. Le village global, dit Samuel Gibowski, pour moi c'est un vœu pieux. Dans mon expérience, poursuit-il, le monde est tout sauf un village. Il fonctionne comme un village alors qu'il ne l'est pas. Le voyage pour lui a consisté à découvrir une forme d'incommunicabilité entre des masses humaines qui vivent sans se croiser. Face aux foules asiatiques, il a le sentiment qu'elles auraient pu ne pas exister, cela n'aurait rien changé dans sa vie. Et c'est une expérience que va aussi formaliser Jocelyn Ries, qui dit que pour lui, le tour du monde, ça a été l'expérience de découvrir des mondes parallèles qui fonctionnent sans se croiser, si ce n'est parfois dans des lieux comme les aéroports, mais que cette idée d'une famille humaine finalement se retrouve ébranlée à l'issue de sa pérégrination autour du monde. Concernant les appartenances, eh bien, on trouve un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fondamentalement bouleversées, mais elles sont réaménagées dans un mouvement complexe de mise à distance des appartenances d'origine et de réancrage critique dans celles-ci. Sur le plan religieux, j'ai été interpellé par le fait que
l'un des participants, Vincent Royer, dit que le tour du monde, ça l'a conduit, il est catholique, ça l'a conduit à se distancier de sa communauté catholique d'origine, notamment des groupes d'étudiants catholiques dans lesquels il avait fait ses études, parce que il dit on pense tous les mêmes choses, mais en fait on partage pas vraiment grand-chose. Et il dit sa communauté d'appartenance maintenant, c'est la petite communauté interreligieuse, interconvictionnelle qu'il a créée avec ses 3 autres coéquipiers. Il dit qu'avec ces petits groupes qui ont des motivations fortes, qui bossent ensemble, on peut aller très loin. Et donc, là, il va passer du sentiment d'appartenance à une communauté routinière à une communauté choisie, transconfessionnelle, qui a un potentiel transformateur. Sur le plan des appartenances sociales et civilisationnelles, le Tour du monde fait prendre conscience aux participants d'appartenances qu'ils ont parfois tendance à refouler ou dont ils ont parfois tendance à minorer l'importance. Par exemple, les questions de où est-ce qu'on va déjeuner vont faire émerger des appartenances et des clivages sociaux entre ceux qui ont eu l'habitude de manger bio, de mettre de l'argent dans le sandwich ou la salade parce qu'ils ont été éduqués comme ça, et ceux qui prennent de la junk food parce qu'ils ont été habitués à manger pour 1 euro par jour. Et donc ça va faire émerger ces clivages. Il y a aussi en fait d'autres rencontres qui font émerger d'autres clivages. Par exemple, Bénédicte Charrier, qui est agnostique, elle va se retrouver en Albanie dans une expérience de dialogue interreligieux. Et là, en fait, elle dit, comme elle le dit en France, je ne crois pas en Dieu. Et elle se retrouve brutalement confrontée à un interlocuteur qui lui dit si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas moral, ou tu n'as pas de conscience morale. Et là, en fait, elle se retrouve renvoyée à son statut d'occidental pour qui la sécularisation ou l'athéisme est quelque chose de classique, voire de mainstream, pour basculer dans un univers où la non-religion est vue comme associée à une attitude prédatrice, une source d'immoralité. Et donc, ça, paradoxalement, va l'ancrer dans son occidentalité. Sur le plan de l'appartenance nationale, il y a aussi un effet ambivalent dans le sens où le tour du monde va conduire à relativiser les valeurs de la France, notamment en termes de laïcité, qui sont vues comme un mode de gestion très spécifique à l'échelle du monde, voire peu efficace par une grande partie des participants, le développement d'un discours critique aussi sur les valeurs de la France, et en même temps par une forme de volonté de s'engager dans le pays d'origine pour le transformer, et aussi la prise de conscience d'une forme d'attachement à la terre natale, au berceau. Samuel Gibowski, par exemple, dit « Le plus beau jour du Tour du monde, ce fut le retour à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ». Pour dire à quel point la France lui avait manqué pendant son séjour. Alors, en termes de compétences, on voit que le Tour du monde permet des montées, des empowerment. Par exemple, ici, il y a un des fellows qui met son CV, qui mentionne dans son CV l'expérience d'Interface Tour, et de fait, il y a eu en fait chez des jeunes issus de milieux très modestes une sorte d'encapacitation qui a fait qu'ils ont mis en œuvre, ils ont capitalisé sur les compétences construites pendant le Tour du monde pour changer de trajectoire, développer une trajectoire ascendante. Mais il y a eu aussi à l'inverse des jeunes qui avaient fait des brillantes études et qui ont choisi, peut-être ça fait partie de la métanoïa, de prendre un métier moins bien rémunéré mais davantage porteur de sens. Donc par exemple, un diplômé d'études d'école d'ingénieur qui décide de devenir professeur des écoles, ou plusieurs diplômés d'école de commerce qui vont décider de s'engager dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui est moins rémunérateur, mais qui est davantage conforme aux valeurs qu'ils ont découvertes et qui leur permettent de suivre l'exemple des personnes ayant des trajectoires de vie incroyables, je les cite, qui ont dirigé leur vie en fonction d'un idéal plutôt en fonction de conformismes sociaux ou d'un appât de confort matériel. Alors pour conclure, il me semble que le cas des Interface Tours permet d'illustrer l'idée selon laquelle
la mobilité internationale prolongée provoque un réaménagement de soi chez des jeunes, sans apporter pourtant d'exemple de transformation radicale de personnalité. On n'a pas de Saint-Paul qui tombe de son cheval, ou d'Augustin qui vit une transformation radicale. Alors comment expliquer cette absence de conversion, de transformation radicale? Il y a peut-être tout d'abord un cadre discursif qui est propre au mouvement interreligieux et à Coexister et à Interface Tour, qui repose sur l'idée que la confrontation à l'altérité n'est pas une menace, mais plutôt l'occasion d'un réenracinement dans sa propre tradition. Et donc, créer des histoires selon lesquelles la confrontation à l'altérité provoque de la conversion, c'est pas conforme au cadre du narratif de l'interreligieux, qui postule au contraire que la diversité n'est pas une menace pour l'identité, mais une occasion de réenracinement. Deuxième élément, c'est que ce tour du monde qui est très intensif, il ne permet pas non plus d'enracinement durable dans un pays, dans une autre tradition. Les tours du mondistes, ils restent très connectés à leur espace d'origine, à travers les réseaux sociaux qu'ils doivent alimenter, à travers aussi la possibilité offerte par les nouvelles communications ou par le transport low cost, qui font que certains font des allers-retours en France pendant leur tour du monde. Et donc, il y a une expérience en fait de mobilité permanente qui n'est pas forcément propice à la métanoïa, et qui permet pas forcément que l'expérience de l'effondrement soit suivie par l'expérience des sommets, qui est sans doute la condition pour positive d'une transformation, de se fonder non pas sur un effondrement, mais sur une plénitude. Et voilà. Et enfin, on pourrait se demander si ces phénomènes de transformation radicale de personnalité ne sont pas finalement des phénomènes relativement rares, qui supposeraient des conditions exceptionnelles, mais pour la majeure partie des individus, pour reprendre ce que disait Alexis, le processus va rarement jusqu'à son terme, où c'est plutôt les techniques de conversion qui sont cherchées, plus que la conversion elle-même, ou que la compréhension de la conversion doit être pensée non pas sur le mode tel que le représentent les artistes, mais comme quelque chose de beaucoup plus gradualiste, qui intervient tout au long d'une vie, non pas à un moment donné. Voilà, merci pour votre attention.